dans cette vidéo, nous allons donner quelques explications et interprétations du travail pratique sur le métabolisme au sujet de la néoglucogénèse et test d'activité de l'enzyme glucose 6-phosphatase du foie de lapin mis à jeun et nourri. Pour comprendre ces interprétations et explications, il est souhaitable d'écouter et visionner la vidéo du TP sur ce lien, où on peut suivre l'expérience en partant de l'extraction de l'enzyme jusqu'à son dosage, dans les extraits de foie appelés homogéna, préparés à partir de 2 lapins évidemment, nourris et mis à jeun. Pour rappel, ce travail pratique rentre dans la rubrique métabolisme. Et nous allons comparer dans ce travail pratique 2 lapins. Lapins qui sont mis dans 2 situations différentes, un qui est nourri et l'autre qui est mis à jeun pendant 24 heures. Et nous allons voir comment ils vont un tout petit peu faire leur métabolisme, mais en ciblant une enzyme qui est ici la glucose 6-phosphatase. C'est une enzyme qui a été décrite beaucoup dans ce qu'on appelle la néoglucogénèse, lorsqu'on fabrique des sucres à partir, si vous voulez, des sources qui ne sont pas de nature glucidique, et pour ravitailler donc l'organisme par du glucose qui est élaboré et mis à disposition dans le sang. Il y a aussi une enzyme qui intervient au niveau de la glycogénolyse, et le premier TP sur cette enzyme, glucose 6-phosphatase, il a comme objectif d'abord préparer des homogénas de foie de lapin. On va préparer ces homogénas, nous allons voir comment, dans quelle situation, et puis après nous allons regarder pour ces homogénas comment ils hydrolysent le glucose 6-phosphate, sachant que l'enzyme, elle va tout simplement enlever le phosphate du glucose 6-phosphate, du glucose tout simplement, pour qu'il soit libre, glucose, et libéré ainsi de la cellule dans le sang. Hydrolyse du glucose 6-phosphate par la glucose 6-phosphatase, évidemment, des foies ici. Et puis après, cette activité étant faite, maintenant, il faut la doser. La doser comment? Par, si vous voulez, la quantification du phosphore qui est libéré dans le milieu réactionnel, et par la méthode de Maché-Bœuf et d'Elsal. Dans la séance 2, on s'attaque au dosage des protéines des homogénas, et puis après on va parler des résultats et le compte-rendu, etc. Pourquoi dosage de protéines? Pour tout simplement essayer d'exprimer cette activité enzymatique en termes de protéines et parler d'activité spécifique. Préparation des homogénas de foie de lapin. Préparer l'enzyme tout simplement, qui est la glucose 6-phosphatase, à partir du foie des 2 lapins, et on va travailler sur des foies dont on a prélevé et dont on a pesé, une pesée qui va faire 10%, poids sur volume. Lorsqu'on rajoute le tampon, ça va être un homogéna appelé homogéna 10%. 10 grammes pour 100 millilitres de tampon. Le tampon d'extraction, c'est un tampon Tris 5 millimolaires, mais qui a un pH 6,5, très important, retenez le pH, et puis qui a du saccharose 0,25 molaire et qui a de EDTA 0,1 molaire. Rien de spécial, sauf qu'il faut retenir, comme on l'a dit, le pH qui est légèrement acide 6,5, et puis saccharose, son rôle ici, c'est un peu assurer sorte d'isotonie, et puis après EDTA, très important son ajout parce que elle va essayer de piéger quelques ions divalents, magnésium en particulier, qui sont nécessaires pour l'activité d'autres enzymes qui libèrent du phosphate. Ce sont les phosphatases alcalines en particulier qui vont interférer à ce moment-là lorsqu'on dose le phosphate qui provient de l'activité de nos enzymes. Après extraction, évidemment, on obtient des homogénas, comme ici ils sont à notre droite, on les centrifuge dans une centrifugeuse et voilà, nous avons des homogénas de fois 10%.
après avoir préparé les homogénats de foie, après avoir préparé l'enzyme, en quelque sorte, qui est la glucose 6-phosphatase, nous allons maintenant la tester. Cette enzyme, il fait l'hydrolyse in vitro du glucose 6-phosphate. Et donc, nous devons fournir du glucose 6-phosphate, et en présence de l'eau, cette enzyme, elle va tout simplement libérer le glucose plus le phosphate inorganique ici. Et, ma foi, pour tester cette enzyme, il faut théoriquement soit doser le glucose, étant un sucre réducteur, soit doser le phosphate ici. Nous allons opter pour le dosage du phosphore, du phosphate ici, par la méthode de Maché-Bœuf et d'Elsal. C'est du phosphate inorganique, c'est l'orthophosphate, PO4, c'est la forme du phosphore la plus simple si vous voulez, et on va la doser par, si vous voulez, la méthode de Maché-Bœuf et d'Elsal qui date de 1943. Bien sûr, plus notre enzyme il sera active, plus il va nous libérer du phosphore ou du phosphate comme on le dit. Maintenant, on va essayer d'expliquer comment ça se fait cette hydrolyse du glucose 6-phosphate par la glucose 6-phosphatase. Et c'est un test qu'on peut le qualifier test in vitro, parce que c'est l'enzyme qui est isolée et on regarde combien elle est active sur le glucose 6-phosphate. Mais il faut prendre des précautions dans ce test. C'est pour cela, nous allons considérer une situation de nos homogénats où il y en avait au préalable du phosphore, du phosphate qui existait par des phosphates, leur action dans le milieu réactionnel, et on va aussi regarder du phosphore, du phosphate qui est généré par notre enzyme, testé ici in vitro. Donc c'est pour cela il faut envisager deux situations différentes qui sont ici devant nous. D'abord des témoins de la réaction où on va cibler le phosphore préexistant, qu'on l'appelle comme cela, préexistant, qui existe déjà dans notre homogénat, nos homogénats, et puis des tests de l'activité de l'enzyme, mais on cible ici du phosphore ou du phosphate préexistant, mais plus le phosphate qui émane de la réaction, qu'on peut l'appeler du phosphate total. Ah oui, parce que dans ces homogénats, il y a le phosphate, et on a rajouté aussi du phosphate qui va provenir de l'action in vitro de l'enzyme glucose 6-phosphate, parce que nous avons rajouté volontairement un substrat de cette enzyme. Donc c'est pour cela, si déjà dès maintenant vous pouvez réfléchir à ce qu'on peut appeler du phosphore net. Net, ça veut dire qu'il provient uniquement de la réaction, où il faut faire la soustraction uniquement du phosphore total ici dans ces tubes-là, et puis on va lui soustraire, ôter le phosphore qui est préexistant. Mais il ne faut pas, dans le phosphore préexistant, dans ces réactions, ces tubes, il ne faut pas laisser la réaction prendre lieu. Alors, une chose, c'est le TCA qui arrête la réaction. TCA, ici, à 10%, ça veut dire ici, dans les témoins de la réaction, je vais lancer mon activité, je vais la lancer, ou je vais pas l'arrêter, je vais l'arrêter immédiatement parce que je vais rajouter le TCA dans ces tubes. Ah oui, mais je donne quand même le tampon pH 6,5, le EDTA pour chélater les éléments magnésium, et je rajoute aussi l'enzyme, mais il y a déjà du TCA, ça veut dire que mon enzyme, il va pas travailler du tout, ça va être uniquement fait pour tester combien il y en avait du phosphore lorsque je dose le phosphore par la méthode de Maché-Bœuf et d'Elsal. Par contre, les autres tubes ici, ils vont contenir tampon citrate pH 6,5, EDTA, et puis l'homogénat de foie, mais cette fois-ci, on ne va pas rajouter le TCA tout de suite. On va laisser la réaction se dérouler 30 minutes, et puis après, ce n'est que après 30 minutes qu'on va rajouter le TCA ici, comme vous le voyez ici, et puis à ce moment-là, on arrête notre réaction. Alors bien sûr, le test ici, on le fait pour les deux homogénats, le foie nourri, FN, et le foie qui est à jeun, FAG ici, J. Donc, et on fait 2 répétitions. Par exemple, à ma droite ici, le FN1, le tube 5 et le 6, c'est une répétition tout simplement. C'est la même chose, c'est le même contenu, sauf on va faire une moyenne
vraiment lorsqu'on aura des DO ici, ou une quantité de phosphate, on va faire la moyenne tout simplement des deux tubes. Pour fois homogène fois de la pain à jeun, le tube 7, le tube 8 ici, à droite, je vais aussi faire la moyenne. Et même chose aussi pour le cas lorsque je fais les témoins de la réaction, lorsque je cherchais vraiment le phosphate préexistant en travaillant sur une réaction déjà arrêtée au préalable. Ça veut dire phosphate qui ne provient pas de l'activité de l'enzyme. Alors bien sûr, après réaction arrêtée, il faut maintenant passer vraiment à doser le phosphore qui est généré. Mais avant de parler de ce dosage, retenez-le ici, le volume de votre tube ici où il y en avait cette réaction, si vous voulez, cette réaction, c'est, si vous faites le calcul, c'est 1,6 millilitres par tube. Ah oui, si vous faites le compte, 0,4 ici de tampon citrate plus EDTA 0,206 plus 0,4, ça fait 1 ml, et puis après, vous rajoutez 0,1, ça fait 1,1, et vous rajoutez 0,5 de TCA, ça fait 1,6 millilitres vraiment d'homogène, pas d'homogène, mais de mélange réactionnel. Et il faut le retenir parce qu'on va faire des calculs ici. Hein. Donc, après, on va passer vraiment à des tests, à doser le phosphore par la méthode de Machibeuf et d'Elsal. Phosphore qui est généré par l'enzyme ou bien phosphore qui était déjà au préalable dans nos homogènes. Avant d'expliquer l'activité de la glucose 6-phosphatase par cette réaction que nous avons lancée, mais je voudrais ici vous expliquer un peu le principe de ce dosage du phosphore par la méthode de Machibeuf et d'Elsal. Sachez que on part de phosphate ici, d'ions phosphate, et ces ions phosphates, lorsqu'on les met dans un milieu qui est acide, en rajoutant tout simplement de l'acide sulfurique, et lorsqu'on leur rajoute du molybdate, et on chauffe, on rajoute du molybdate et on chauffe dans un milieu qui est acide, on va fabriquer ce qu'on appelle un complexe phosphomolybdique. Complexe, muaqqad, et qui est jaune ici, et qui est aussi instable. Alors, ce complexe qui est jaune instable, on va, lorsqu'on lui rajoute des réducteurs, tout simplement, qui est l'hydroquinone et le sulfite de sodium, lorsqu'on rajoute ces réducteurs, on va le réduire. Il va changer de couleur, il va devenir bleu. Et il va tout simplement absorber de la lumière à 690 nanomètres. Ça veut dire, si notre enzyme, il nous fabrique beaucoup plus de phosphate, il y aura beaucoup plus de cette couleur qui est bleue. Il y aura une absorption beaucoup plus grande lorsqu'on prend vraiment les mesures en spectrophotométrie à 690 nanomètres. Si notre enzyme ne fabrique peu de phosphate, ça veut dire qu'on aura moins de couleur bleue et ça veut dire que notre enzyme elle est moins active lorsqu'on fait un dosage spectrophotométrique à 690 nanomètres. Ici, nous avons un tableau pour le dosage du phosphore par la méthode de Machibeuf et d'Elsal. Mais nous sommes à l'étape déjà des surnageants TCA qui proviennent de l'activité de mon enzyme et il faut se prononcer sur cette activité en termes de microgrammes de phosphore libérés dans le milieu réactionnel. Microgrammes de phosphore, pour parler de cela, il faut faire une gamme étalon de phosphore. Ça veut dire, je vais prendre des quantités connues de phosphore, ici KH2PO4, dont je connais la concentration, 100 microgrammes par millilitre, et je vais prendre différents volumes, et puis après, je vais les faire réagir dans un milieu qui est acide et à chaud, avec le molybdate pour former le complexe phosphomolybdique, et puis après, je vais le réduire, ce complexe phosphomolybdique, en rajoutant le sulfite de sodium, en rajoutant l'hydroquinone, et puis je vais avoir différents degrés de couleur qui est bleu, qui absorbe à 690 nanomètres. Je suis en train de préparer ma gamme étalon. Qu'est-ce que je vais faire avec ces DO? Eh bien, je vais d'abord calculer combien j'ai pris de microgrammes de phosphore
je fais un simple calcul. Ici, j'ai pris 0,1 ml. Donc, combien j'en ai pris, sachant que pour 1 ml, c'est 100 microgrammes. Mais je n'ai pas pris 1 ml, j'en ai pris uniquement 0,1 ml. Il faut faire le calcul combien j'en ai pris. Et puis, 0,3 combien j'en ai pris, 0,5 combien j'en ai pris. Et puis, ces différentes quantités de phosphore, elles donnent des DO qui sont différentes. Et avec ces DO et ces quantités, je vais ici, regarder à droite, tracer ma gamme étalon. Ma gamme étalon phosphate, ou phosphore, n'est-ce pas? Elle va servir à quoi? Elle va servir tout simplement à transformer tout ce qui est DO qui provient de l'activité de mon enzyme, transformer ces DO en des microgrammes de phosphore, tout simplement. Des microgrammes de PI ici, n'est-ce pas? Alors, transformer, et puis à ce moment-là, je vais parler de la vitesse par rapport à combien j'avais fait de temps de réaction, etc. Donc, ma gamme, elle est ici à ma gauche, en rouge, avec laquelle j'ai tracé la gamme étalon, cette courbe ici, qui passe par l'origine, comme on l'avait expliqué pour les autres TP. Et puis après, je vais quantifier le phosphate libéré dans les tubes témoins, ça veut dire du phosphore préexistant qui existait déjà dans mon milieu réactionnel. Et ici, c'est du phosphore qui existait dans le milieu réactionnel, plus aussi le phosphore qui provient de la réaction, parce que, rappelez-vous, ici, je n'ai pas arrêté la réaction tout de suite, je l'ai laissé tourner pendant 30 minutes, et ce n'est qu'après 30 minutes que j'ai arrêté la réaction. Donc, il doit y en avoir beaucoup plus de phosphate ici, évidemment, et lorsqu'on veut vraiment connaître quel est exactement le phosphate qui provient de l'activité in vitro de l'enzyme, on va faire la soustraction uniquement, ce qu'on appelle le phosphate net. Phosphate total ici, dans les tubes ici qui sont en vert, et puis je vais enlever le phosphate préexistant qui sont dans le témoin ici. Bien sûr, ici, c'est des tubes qui correspondent à des foies nourris, des foies, si vous voulez, à jeun, qui provient d'animaux à jeun et nourris aussi. Et ma foi, c'est ça, comment je vais faire mon calcul, mon dosage plutôt du phosphore en passant par une gamme étalon. Après avoir dosé l'activité de la glucosylphosphatase dans les homogénats des deux foies provenant de deux lapins, dans des situations différentes, à jeun et nourri, il faut faire quelques calculs et quelques interprétations. La première des choses à faire ici, c'est tracer notre gamme étalon. DO 690 nanomètres en fonction de PI, et c'est une tâche, c'est une courbe qui est très importante parce qu'elle va nous permettre, elle est ici à ma droite, elle va permettre de transformer toutes des DO à 690 nanomètres qui provient de l'activité d'une enzyme, elle va la transformer en microgrammes de phosphore. Ah oui, comme on l'a expliqué avant, c'est quelque chose qui est nécessaire à chaque fois, on la sort pour transformer des DO en des microgrammes par simple projection des DO ici sur la courbe la gamme, et puis après, on va connaître exactement les microgrammes qui correspondent à ces DO, microgrammes de phosphore évidemment. On peut aussi calculer le PI net. Calcul du phosphore net, ça veut dire qu'il provient uniquement de la réaction in vitro, uniquement de l'activité de la glucosylphosphatase, aussi bien chez l'animal nourri que chez l'animal à jeun. Alors, il faut faire le calcul parce que ici, vous avez du phosphore qui est total, c'est l'homogénat tout simplement qui contenait du phosphore auquel on a rajouté le phosphore de l'activité de notre enzyme. C'est la réaction, mais il faut lui enlever de ça, de ce PI total, il faut enlever le PI préexistant qui existait déjà dans le tube. C'est pour cela, donc, pour le calcul de PI libéré par le lapin nourri, ici Fn, j'ai écrit, PI net Fn égale à PI total moins PI préexistant, bien sûr, avec tous les calculs. Il faut faire la moyenne aussi pour les deux tubes que de répétition pour foie nourri et foie jeun. On a fait des répétitions, vous devez faire la moyenne ici. Donc de tubes pour avoir beaucoup plus de précision. Et ça, c'est un PI net, mais pour 0,5 ml de surnageant. Parce que nous avons fait le dosage du phosphore, rappelez-vous, avec 0,5 ml de surnageant. N'est-ce pas? 0,5 ml de surnageant. Si on vous le demande par millilitre,
de surnageant PI net par millilitre, vous devez multiplier par 2, parce qu'on n'a travaillé que sur 0,5 millilitres. On fait le même calcul aussi pour, ici, le PI libéré par le lapin qui est à jeun. C'est la même chose. Tout en faisant, bien sûr, les moyennes des deux tubes pour faire la répétition, et ainsi de suite. Alors, bien sûr, on peut aussi faire d'autres calculs, par exemple, calculer le PI libéré dans un milieu réactionnel. Milieu réactionnel, vous savez, si vous avez fait le compte des volumes dans le milieu réactionnel, ça fait un volume de 1,6 millilitres. 1,6 millilitres, et vous en avez fait le dosage de phosphore uniquement dans 0,5 millilitres. Ah oui, donc vous devez faire la règle de 3 pour savoir combien vous avez dans, si vous voulez, le mélange réactionnel au total. Combien il y a de microgrammes de phosphore, mais dans le mélange réactionnel, en tout cas. Et aussi, on peut calculer par heure combien il y en a de microgrammes de phosphore libérés par heure. La réaction est la tournée 30 minutes. Ici, par heure, ça veut dire que vous devez multiplier par 2, 60 minutes. On peut aussi demander ou calculer le PI libéré par heure et par millilitre d'homogénat. Par millilitre d'homogénat. Alors, millilitre d'homogénat, on a travaillé dans le mélange réactionnel avec uniquement 0,4 millilitres. Regardez en bas ici, 0,4 millilitres. Donc, si on vous le demande combien par millilitre d'homogénat, vous devez savoir revenir à 1 millilitre si vous voulez. Ici, c'est 0,4. Vous faites votre calcul. Et puis aussi, on peut vous demander d'exprimer cette activité en termes, tout à fait vers le bas, de phosphore inorganique ici, par heure et par gramme de fois. Par gramme de fois, vous savez, le mélange, l'homogénat, il est 10%. N'est-ce pas? Et puis, 10%, vous en avez pris 0,4 millilitres, combien, par gramme, 1 gramme de fois, combien il doit contenir, donc, de microgrammes de phosphore, etc., par heure, et tout cela. Alors, il y a aussi un autre calcul, si on vous demande d'exprimer l'activité en termes de micromol de PI par heure par millilitre d'homogénat, n'oubliez pas vraiment de considérer que une micromol de phosphore, il provient tout simplement, et il est égal à 31 microgrammes. Il correspond à 31 microgrammes. Pour terminer cette présentation du travail pratique sur la glucose 6-phosphatase de foie de lapin, qui rentre dans le cadre du métabolisme et dans la rubrique néoglucogénèse, je voudrais vous parler de quelques évaluations de TP qu'on peut faire ensemble, et on peut, d'après ce qui vous a été enseigné, on peut vous demander, par exemple, de reconstituer une expérience à partir de choses qu'on vous présente, comme ici le foie, on vous présente un tampon triste, on vous présente EDTA, on vous présente aussi le SDS, des tubes comme ça, on vous présente une centrifugeuse, et puis un tube. Ici, on peut vous demander d'écrire le scénario, si vous voulez, un tout petit peu, qui va dans le sens d'extraire, de préparer votre extrait enzymatique. Préparer l'extrait enzymatique, vous savez, ça a deux buts. C'est d'abord isoler l'enzyme, il faut l'isoler, bien l'isoler, des autres composantes, et puis après il faut la protéger, cette enzyme, etc., etc. Alors on peut donner aussi des questions sur le dosage du phosphore. Le dosage du phosphore, vous savez, ça part à partir de surnageants ici, surnageants qu'on provient de l'activité de l'enzyme, ce qu'on appelle des surnageants TCA, et dont il faut bien sûr calculer combien de phosphore ils contiennent. On vous présente des flacons qui contiennent NaOH, H2SO4, molybdate, sulfite de sodium hydroquinone, et puis on vous présente des températures 100 degrés, 30 degrés, et puis on vous présente des longueurs d'onde, spectrophotométrie 690-540. Vous devez être capable de reconstituer comment on peut faire ce dosage. Alors on peut aussi vous poser des questions, si vous voulez, de comparaison entre les deux lapins, lapin mis à jeun ici, et puis lapin mis à jeun court, mis à jeun prolongé. On vous donne comment on a testé vraiment
si vous voulez, l'enzyme, et puis après, on vous donne une courbe, une gamme étalant ici, des DO aussi qui provient de l'activité. On vous demande de vraiment calculer l'activité de l'enzyme dans chaque situation.